Éléonore Bailly avec les artisans de Notre-Dame de Paris. Évidemment, on va évoquer cette question avec mes invités. Alexandre Juliaris, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Fondation du patrimoine. Vous travaillez à tout le patrimoine, mais vous avez aussi participé évidemment à la collecte des fonds pour Notre-Dame de Paris dont on parlait il y a une seconde. Pierre Ouzoulias, bonjour. Merci d'être avec nous. Sénateur communiste des Hauts-de-Seine, spécialiste au Sénat de ces questions de patrimoine. Alors, c'était il y a un an, lors de la préparation du budget 2025, avait émergé notamment le projet d'instauration d'un prix d'entrée plus élevé pour les touristes non européens qui visiteraient les grands sites. On se souvient aussi de la ministre de la Culture. On en avait parlé avec vous sur cette antenne, Rachida Dati, qui d'ailleurs est toujours ministre de la Culture, enfin démissionnaire actuellement, mais qui a fait plusieurs gouvernements et qui, elle, souhaitait qu'on fasse payer l'entrée de Notre-Dame de Paris pour permettre de financer le patrimoine religieux en péril. En tous les cas, il est certain, Pierre Ouzoulias, que la question peut se poser aujourd'hui. On nous demande 44 milliards d'euros d'économie. Bon, visiblement, ça ne sera plus 44. Ça va bouger de ce côté-là. Mais enfin, quand même, il faut faire des économies, c'est un fait. Tout le monde s'accorde à le dire. Alors, on peut retrouver des recettes nouvelles, etc. Mais ceux qui nous regardent, et même s'ils adorent ces journées du patrimoine, qu'ils plébiscitent très largement, sont des conscients qu'on leur demande de faire des efforts. Alors, ils peuvent se dire, je ne sais pas si c'est à juste titre ou pas, bon, nos vieilles pierres sont magnifiques, mais peut-être que ce n'est pas la priorité. Ah, mais ce n'est pas la priorité du gouvernement. Et ça fait, le gouvernement, ça fait quelque temps. Je m'en doute, même si le nouveau gouvernement n'est pas constitué. Mais... Moi, je pense que ce qui est très fort dans la notion de patrimoine en France, c'est que depuis 1789 et l'abbé Grégoire, le patrimoine, c'est le bien commun de la nation. C'est quelque chose d'extrêmement fort. On dit souvent que c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Tout à fait. Nous sommes tous, à des degrés divers, propriétaires de tout ce patrimoine. Et on a une obligation qui est de le transmettre dans un état de conservation à peu près satisfaisant. Après, si on considère demain qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est une décision politique collective, mais dans ces cas-là, il ne faut pas pleurer, comme ça arrive très souvent quand on voit des églises qui sont rasées et démolies. Parce que quand on fait le choix de diminuer... Heureusement pas Notre-Dame. Non, mais Notre-Dame, c'est à part, sa restauration, c'est autofinancé. C'est autofinancé. Voilà. Mais vous ne ferez pas ça avec la petite église du plateau de Millevaches. Ça va être beaucoup plus difficile. Donc, c'est un choix politique. Et c'est un choix politique qui fait consensus aujourd'hui. C'est l'un des rares choix politiques et culturels qui fait consensus. Donc, je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là, c'est important. Et aujourd'hui, en effet, il y a un problème de financement. Alexandre Juliaris, vous sentez dans l'opinion une adhésion à cette préservation du patrimoine encore aujourd'hui, malgré les fins de mois difficiles, malgré le fait qu'on se demande si on ne va pas rajouter des franchises médicales, si on ne va pas taxer les ultra-riches, qui d'ailleurs donnent de l'argent pour le patrimoine, et on l'a vu aussi pour Notre-Dame, et ça aussi, ça avait fait débat. Est-ce que vous sentez que la question se pose ? Dire, je préfère privilégier ma boîte de médicaments plutôt que le château ou l'église qui tombe en ruine. À la Fondation du patrimoine, on a un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet de mesurer l'engouement, le soutien des Français à l'égard de leur patrimoine. Monsieur le sénateur, vous avez dit, à juste titre, je crois, que le patrimoine est un sujet qui fédère. Ces dernières années, la Fondation du patrimoine a augmenté le nombre des collectes de dons qu'elle organise chaque année en faveur d'un certain nombre de sites d'édifices. Il y a plus de 2000 collectes de dons aujourd'hui, la Fondation du patrimoine, en faveur prioritairement de ce petit patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques dont vous parliez précédemment. Le fameux plateau des Millevaches. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, le succès est au rendez-vous. Les collectes de dons réussissent, sont abondées, et puis on a surtout une demande qui est de plus en plus importante parce que l'usure du temps fait son œuvre, les dérèglements climatiques, évidemment. Donc le patrimoine continue de se dégrader, mais l'engouement, le soutien des Français ne se dément pas. Au contraire, il se renforce. De ce point de vue-là, l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris a été un révélateur, une prise de conscience collective, en réalité, des menaces qui pèsent sur le patrimoine, le plus grand, le plus prestigieux, mais aussi le plus humble, le plus petit de nos territoires ruraux. Donc l'engouement des Français, le soutien des Français, il est unanime. Je comprends qu'on comparaison n'est pas raison, mais Pierre Ouzoulias, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce qui s'est passé pour Notre-Dame de Paris soit en quelque sorte un modèle ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre patrimoine, puisqu'il nous appartient à tous, tombe en ruine, enfin certains en l'occurrence, lieu de notre patrimoine, eh bien on appelle aux dons
de tous ceux qui souhaitent y participer, d'ailleurs en France ou ailleurs. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait avec une réussite pas tout à fait au niveau espéré, parce que les gens donnent relativement facilement quand il s'agit d'un patrimoine qu'ils côtoient. Leur église Le village, région, dans le leur village, commune, etc. oui. Donner dans un fonds national qui va ensuite répartir les subventions à partir d'un plan de restauration, C'est trop flou, ça marche pas. c'est beaucoup plus difficile. Notre-Dame, bon, c'est un monument emblématique qui appartient au patrimoine de l'humanité. Donc c'est l'humanité qui s'est mobilisée. Au sens propre, noble, d'ailleurs. tout à fait, au sens noble. Donc ça sera beaucoup plus difficile de mobiliser les Français pour un lavoir d'un village de Haute-Corse. En revanche, les gens du village, eux, seront mobilisés. Mais bien sûr, ils se mobilisent. C'est ce que vous faites à la Fondation du patrimoine, Alexandre Juliaris, c'est-à-dire que vous appelez plutôt sur des projets concrets. Tiens, là, il faut faire ça. Bon, on voit évidemment le travail que vous accomplissez avec Stéphane Bern et notamment le Loto du patrimoine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi des projets concrets qu'il faut sauver. Oui, alors évidemment, avec le Loto du patrimoine, on est capable d'apporter avec Stéphane Bern des sommes qui sont parfois très importantes. D'ailleurs, chacun, on réfléchit là en ce moment autour de la table sur qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, on peut jouer au Loto du patrimoine, tenter sa chance et on fait gagner le patrimoine. Encore En ce moment, les tickets de grattage, par exemple, sont en vente. Mais vous avez raison, le facteur principal, la motivation première des Français, c'est la proximité. C'est l'attachement voilà. de proximité. On parlait de l'église du village, du lavoir, du théâtre, du petit musée, enfin tout ce qui constitue ce patrimoine de proximité. Et à la Fondation du patrimoine, on a un peu près de 30 ans d'expérience de ces collectes de terrain animées par des bénévoles, des associations locales qui se mobilisent et qui réussissent. Pourquoi ? Parce que les gens sont attachés à ce qui fait... j'allais dire l'âme de leur territoire, la proximité, l'histoire aussi, puisque ça renvoie chacun, je pense par exemple au monument aux morts, ça renvoie à une histoire partagée, et donc tous ces témoignages d'histoire, les Français y sont attachés et participent à travers des collectes de dons. On a parlé souvent et souvent ça a créé la polémique d'identité nationale, Pierre Ouzoulias, mais finalement ce patrimoine dont parle Alexandre Juliaris, quel qu'il soit, il fait partie de notre identité nationale. C'est là où ça touche aussi un peu le cœur des gens. Bien sûr. Et dans mes travaux, vous auriez pu présenter le rapport que j'ai rendu au Sénat pour sauver le patrimoine religieux, catholique essentiellement. Et dont nous avions parlé au moment de Je notre suis sénateur communiste et athée. Voilà. Oui. Et mon grand-père, maire d'une toute petite commune de la Haute-Corrèze, pendant ses 5 mandats, il a passé son mandat, il était athée comme moi, à restaurer l'église. Parce qu'il estimait que c'était quelque part l'âme du village. Et il me disait derrière chaque pierre, il y a un paysan, il y a un maçon. Et ça fait partie de notre culture, même si on n'est pas catholique. Donc, identité nationale, oui, mais pas exclusive. Inclusive, c'est-à-dire que c'est une identité qu'on partage avec tout le monde. Oui, quand je parlais d'identité nationale, je ne parlais pas d'ailleurs que des églises. Non, bien sûr. Nos châteaux, nos lavoirs dont vous parliez. Nos tracteurs, nos moissonneuses batteuses, parce qu'il y a aussi du patrimoine industriel. C'est très important. La notion de patrimoine, elle est complètement ouverte vers aujourd'hui. Et il y a des choses qui rentrent dans le patrimoine et que vous restaurez. Et je pense que c'est tout à fait important. Je parlais des locomotives, mais des usines, c'est des choses qui sont fondamentales et qu'il faut patrimonialiser aussi. Et d'ailleurs, il y a eu des années où les journées européennes étaient consacrées à ce patrimoine industriel, puisqu'il y a chaque année un thème. Oui. Cette année, c'est le patrimoine architectural, mais vous avez raison. Je pense que la nouveauté, ou en tout cas le phénomène émergent des dernières années, c'est la prise de conscience de ce qu'est le patrimoine et surtout de ce qu'est la diversité du patrimoine. C'est vrai que pendant longtemps, quand on a pensé patrimoine, on pensait château, on pensait église. Et puis on est en train d'ouvrir les yeux, je dirais, sur cette grande richesse de ce qu'est fait patrimoine. Vous parliez, monsieur le sénateur, des rotondes ferroviaires. Avec le Loto du patrimoine, avec Stéphane Bern, là, cette année, on a encore sélectionné un site en Ile-de-France qui est une rotonde ferroviaire. Et moi, dans quelques instants, je vais vous emmener dans un train très célèbre, tous les deux, vous allez voir. Et puis, je veux dire aussi que vous êtes entrés dans cette maison qui est l'audiovisuel public et qui fait partie du patrimoine des Français. Et vous avez dû voir que ça visite aujourd'hui. Exactement. Ça fait aussi. Alors, c'est pas un château, c'est sûr, mais c'est un lieu de travail, mais ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. Vous transmettez aussi des savoir-faire, des manières de travailler. On parlait de la rotonde ferroviaire. C'est aussi une histoire industrielle. Toutes ces techniques, tous ces savoir-faire, ils se transmettent. Et c'est important de pouvoir ouvrir ses portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Mais vous alertez, vous, la Fondation du patrimoine, Alexandre Juliaris, il y a des dizaines de milliers de sites patrimoniaux qui ne sont pas protégés
à l'heure actuelle? Alors qui non seulement ne sont pas protégés, mais qui sont en danger. Effectivement, le ministère de la Culture gère prioritairement les monuments historiques et réalise, à échéance de 5-6 ans, un état sanitaire des monuments historiques. En s'inspirant de la démarche du ministère de la Culture, en reprenant une partie de la méthodologie qui est mise en œuvre, nous avons lancé cette année l'Observatoire du patrimoine non protégé. Quel est l'objectif? C'est d'abord faire un état des lieux, de savoir un peu de quoi on parle. Mais c'est quoi? C'est plus de 67 000 lieux? Il y a 67 000 édifices patrimoniaux qui ne sont pas protégés au titre des monuments historiques, qui sont dans un état critique. Ça fait à peu près 2 par commune. Évidemment, le volume est plus important. On est à près de 300 000 édifices patrimoniaux non protégés. C'est une première estimation. On va évidemment affiner, continuer à travailler sur ces chiffres. Mais c'est un peu un cri d'alerte. Effectivement, 67 000 édifices aujourd'hui sont dans un état critique, c'est-à-dire en mauvais état ou en état de péril. Et il faut donc intervenir rapidement pour éviter qu'ils ne disparaissent. Pierre Ouzoulias, comment on fait alors qu'on n'a pas de sous? C'est un problème. C'est un problème, et vous l'avez dit très justement. Aujourd'hui, il y a le patrimoine classé qui est entretenu par l'État. Bon, il faudra un peu plus de moyens. Il y a tout ce petit patrimoine qui échappe aujourd'hui à toutes les tutelles. Et moi, je suis intimement persuadé qu'il faut travailler à une forme de décentralisation du patrimoine. C'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité aux collectivités, communes, départements, régions, de pouvoir s'investir sur ce patrimoine qui aujourd'hui est oublié par l'État. Aussi de l'argent, et ça sera aussi l'argent des Français. Oui, d'accord. Mais combien ça rapporte? Pourquoi la France est la première destination touristique du monde? Parce qu'il y a des choses à voir partout. Et quand les étrangers viennent en France, où que ce soit, il y a toujours du patrimoine à voir. C'est important. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on parle de budget, donc on dit que ça coûte. Et effectivement, ça coûte pour l'entretenir, et vous êtes là aussi pour le remarquer, mais ça rapporte. Énormément. Énormément. C'est aujourd'hui l'une des principales sources de développement économique dans les territoires ruraux. Jusqu'à présent, on a tous les trois, et puis généralement le débat porte effectivement sur les coûts de restauration, sur la nécessité de trouver des budgets. C'est une vérité. Mais c'est un investissement. Investir dans le patrimoine. En plus, on a une modification des comportements touristiques. Aujourd'hui, on veut de la proximité, on veut de la qualité. Le tourisme de masse fait peur ou ne donne plus envie. On sort des sentiers battus. On a cette chance d'avoir du patrimoine absolument partout dans notre pays. Si on revient en Corse et à l'île de Beauté, vous avez évidemment des endroits magnifiques sur le littoral, mais vous avez aussi des merveilles architecturales et patrimoniales dans les villages corses qui ne demandent qu'à être visités davantage, mais il faut évidemment les entretenir, et c'est un investissement. Mais c'est un investissement rentable. Justement, je voulais vous demander, quand vous identifiez plus de 67 000 sites en péril, à quoi ça ressemble? Enfin, je veux dire, de quoi on parle? Quels sont ces sites? Est-ce que vous pouvez nous dire? C'est effectivement à la voir. Je ne sais pas. J'aimerais avoir des exemples pour qu'on se rende compte. Vous avez une diversité extrêmement grande. Vous avez évidemment des lavoirs, des granges. Vous avez des édifices religieux. Dans la petite chapelle, dans le village. Exactement. Et puis vous avez parfois des sites plus importants. On a là, dans le cadre du loto du patrimoine, c'est le critère. C'est le péril, l'état de péril pour soutenir. Dans une grande ville comme Lyon, vous avez les petites serres du parc de la Tête d'Or qui sont en péril, elles sont en train de s'effondrer. Elles sont très très belles. Elles sont superbes, et il faut les sauver parce que c'est un témoignage d'abord d'une architecture 19e siècle très intéressante, mais c'est aussi un lieu de recherche, d'exposition de plantes, et ça sert aussi à accueillir des publics scolaires pour parler de biodiversité. Ces serres, elles sont en péril. Donc là, on va intervenir, aux côtés évidemment des collectivités, de la mairie, mais on sert aussi à mettre en lumière cet état de péril sur un certain nombre d'édifices dans toute leur diversité, là encore. Pierre Ouzoulias, on reprend l'idée de Rachida Dati de faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris pour financer ces petites églises en péril, par exemple, ou d'autres sites, où vraiment il faut se dire, il faut déconnecter ces deux questions. Bien sûr, elles n'ont pas de sens. Et depuis la loi de 1905, à laquelle je suis extrêmement attaché. De séparation des églises et de l'État. Dont on va fêter les 120 ans le 9 décembre. La loi est claire. Le clergé est seul affectataire des églises et des cathédrales. Donc quand le clergé dit il n'y a pas de visite payante, il n'y a pas de visite payante. Et la ministre doit s'arrêter. C'est tout. Même si ça existe dans plein de pays européens, même si on continue à payer l'entrée de la célèbre Sagrada Familia à Barcelone pour construire cet immense édifice. On cite toujours l'exemple de l'Italie. En Italie, vous avez une petite dizaine d'édifices qui sont payants. Tous les autres, ils sont complètement gratuits. Donc et le clergé l'a dit très justement. Et moi, le sénateur communiste, j'ai défendu le clergé en disant on ne peut quand même pas tout faire payer dans ce monde.
hein. La gratuité, ça a de la valeur. Hein. Et un édifice religieux, ça doit être ouvert et gratuit à tout le monde. Et comment vous allez faire ensuite pour distinguer ceux qui vont dans l'église pour prier et ceux qui vont en touriste? Demander un certificat de baptême? Ah, non, c'est pas possible. Donc je trouve que c'est une mesure juste que de considérer que c'est ouvert à tout le monde. Et puis de toute façon, aujourd'hui, c'est le patrimoine de l'humanité parce que l'humanité a payé pour sa restauration. Oui. Comment on va interdire aux touristes qui ont parfois payé pour la restauration de ne pas rentrer? Ça me paraît pas Un possible. peu compliqué. Alexandre Juliaïs, vous, avec la Fondation du patrimoine, vous cherchez de l'argent de partout pour sauver le patrimoine. Alors vous pourriez vous dire, ah bah oui, ça pourrait quand même être une ressource non négligeable. Je pense effectivement que ça reste une piste intéressante. Pourquoi ? Parce que ça fait contribuer les touristes, y compris les touristes étrangers qui viennent dans cette cathédrale, essentiellement pour l'intérêt patrimonial. Et vous l'avez dit, on cherche des fonds pour restaurer ce patrimoine. Par chance, Alors, la vous cathédrale demandez le Notre-Dame de certificat Paris. On va vous mettre à l'entrée de la cathédrale avec Ça s'organise très bien dans vous d'autres demandez le édifices. certificat de Dans baptême d'autres pour ceux édifices, qui il y a veulent des prier. entrées qui sont différentes. Et s'il doit y avoir des fraudeurs, il y aura des fraudeurs. Ça ne les empêchera pas de frauder. Mais ça existe dans d'autres Mentir à édifices. l'entrée On l'a, d'une on l'a, église, on c'est l'a, gênant. on l'a évoqué dans un certain nombre de pays européens. Ça existe. Donc, moi, je pense que c'est intéressant. Et d'ailleurs, je précise quand même, on célèbre à juste titre la réouverture des tours de Notre-Dame ce week-end, qui vont Oui. être ouvertes au public. La visite des tours, c'est payant. Oui. À la cathédrale Oui, Notre-Dame comme de Paris. La souvent visite dans des les trésors, cathédrales, c'est par payant. exemple, quand on doit monter sur le dôme, à la cathédrale de Milan, j'imagine que c'est payant. Donc, mais voilà, il y a des espaces qui sont souvent payants. Je dirais que c'est un peu un... Je ne dirais pas que c'est un faux débat parce que c'est important, mais il faut essayer de trouver des solutions. Celle-ci, à mon avis, peut en faire partie parce qu'elle pourrait générer des ressources importantes, y compris pour des territoires. Ah, mais il faut changer la loi de 1905. Alors, Il y a débat, hein, vous avez vu. courage. La courage. loi de 1905 n'interdit pas aujourd'hui de faire payer l'entrée d'une partie des édifices religieux. Vous savez bien que c'est une partie d'aménagement. C'est possible. Elle réserve l'essentiel mais du l'État bâtiment au conservé. culte. Et donc à le l'entrée culte, gratuite. Voilà, le culte, c'est le curé affectataire qui décide ce qu'il fait dans son Je église. crois que deux amoureux du patrimoine peuvent avoir des fois des avis divergents. Restez avec moi. Parce On a que... front renversé quand même. C'est le communiste qui défend l'église. Eh ben, écoutez, il faut un début à tout, hein, c'est parfait. Et ça se passe sur France Info. Merci.